Au fond, la conférence d'aujourd'hui, elle tombe, je dirais, à pic, comme je disais tout à l'heure, au moment même où nous apprenons, d'une certaine façon, une forme de faillite de la pensée de la monoculture nucléaire en France, tout particulièrement, au moment où nous apprenons qu'Areva c'est quasiment effondré au niveau de la bourse, c'était perdu plus de 20%, en raison des retards absolument sidérants, compris les constructions des EPR de Flamanville et de Finlande, et où se multiplient de façon tout à fait extraordinaire les coûts, ce qui remet en question complètement les choix politiques déjà de ce point de vue. Je pense qu'il faut lier tout à fait, de façon étroite, et c'est ce que j'essaierai de faire tout à l'heure, la question même du nucléaire civil et précisément ce que Michel a introduit sous la forme de la surenchère des armements nucléaires, sur lesquels je reviendrai en détail. Alors il est probable d'ailleurs que la question vous vient d'emblée à l'esprit. Au fond, elle est, me semble-t-il, assez légitime. Pourquoi un psychanalyste pour vous parler aujourd'hui de ces technologies du nucléaire qui se multiplient partout à une vitesse exponentielle, multipliant avec elles les accidents, ce qu'on appelle les accidents de plus en plus fréquents, les risques, toujours de plus en plus imprévisibles, les effets, je dirais sans cesse plus destructeurs et aux conséquences incalculables. Comme il est l'habitude, pour aborder ce domaine qu'on appelle sensible, le discours des experts, autant dire ceux qui sont toujours les mêmes d'ailleurs invités, les économistes, militaires, politiques, disons tous ceux qui, à la fois jugés partis, d'une certaine façon, ne font que répéter à l'envi, je dirais, la doxa habituelle, la doxa lénifiante, tout autant que irresponsable. Ça fait donc une rupture, au fond, mon intervention par rapport à ce qui convient d'habitude. D'ailleurs, les arguments qui s'avancent, supposés les plus rationnels, les plus savants, les plus rassurants, ils sont assénés dans le déni de la réalité la plus totale. Et avec une mauvaise foi, je dirais à la hauteur des enjeux réels qui, eux, sont particulièrement tus. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure et en détail le contenu de ces discours qui nous bercent afin d'endormir toute vigilance citoyenne et toute forme d'inquiétude responsable. Alors donc, pourquoi aujourd'hui un psychanalyste ? Peut-être que cette interrogation va venir finalement tout au long de ma communication s'éclairer, mais elle m'amène d'emblée à me porter sur un terrain qui m'importe au plus haut point et dont vous verrez, je crois, tout l'intérêt. Car, au fond, face aux désastres humains, aux désastres d'environnement, aux désastres écologiques, présents et à venir, conséquence des explosions des réacteurs nucléaires des centrales de Tchernobyl et de Fukushima, devenues des bombes nucléaires civiles, nous restons tous hébétés, sans réaction, ou pire, indifférents, un peu comme si nous ne nous sentions pas concernés du tout. J'en veux pour preuve toute récente une information étrange qui a été donnée à la radio et qui a attiré mon attention. À la fin du mois d'octobre, nous avons appris, comme ça sans commentaire, que des drones d'origine inconnue survolaient actuellement un certain nombre de nos centrales nucléaires. Le ministre de l'Intérieur s'est dit ému. Quelle sécurité pour nos centrales? L'information a guère été reprise, sinon par des responsables politiques assez ironiques et amusés de façon assez étrange d'ailleurs. Et puis tout cela est tombé dans le silence, il ne s'est plus rien passé. Il en est de même, je dirais, pour ce dossier assez bien documenté que vous avez peut-être lu dans la revue Sciences et Vie du mois de septembre dernier, qui s'appelle « Accident nucléaire, comment la France s'y prépare ». Je n'ai guère trouvé d'écho à ce dossier dans la presse, ni commentaires particuliers de responsables politiques ou d'experts. Là encore, il ne s'est rien passé. Et pourtant, les conclusions y sont particulièrement troublantes. Nous apprenons par exemple qu'en France, à plusieurs reprises, nous avons frôlé la catastrophe. Par exemple, en particulier le 27 décembre 1999, à la centrale de Blalliers, quand les 4 réacteurs ont été inondés et que les systèmes de refroidissement sont tombés en panne. Ou à la centrale de Crua, le 2 décembre 2009. C'est le système de refroidissement lui-même qui s'est trouvé bloqué. Le dossier ne nous épargne guère, au fond, les détails d'une situation d'urgence nucléaire et les questions
absolument essentielle que pose à ce moment-là la question de la sécurité des populations. Mais là encore, à propos de ce dossier, rien n'a eu lieu, le silence. Même constat, je dirais, au regard de la catastrophe historique qu'a pu représenter la vitrification nucléaire instantanée des populations des grands centres urbains, Hiroshima puis Nagasaki, comme au regard des conséquences encore actuelles, n'est-ce pas, sur les générations suivantes, en termes de cancer, de leucémie, de malformations génétiques, nous restons étrangement anesthésiés, parfois révoltés, mais vite insensibles, tantôt même irrités par le rappel de l'événement, pour trouver au fond finalement des justifications aux bombardements américains, stratégie de guerre oblige. Et puis, n'est-ce pas, cela remonte si loin, 1945, et nos difficultés actuelles sont si actuelles. Dans mon dernier livre, Le don de l'ombre, j'ai montré comment ces situations extrêmes se caractérisent par des effets singuliers, par des effets d'oubli, d'effacement, d'indifférence, voire d'apathie. Une sorte d'insensibilité nous envahit, presque une incrédulité. Or, ce sont là, je dirais, des manifestations psychiques et émotionnelles qui surviennent quand nous nous trouvons à devoir faire face à un événement traumatique inattendu, qui a débordé notre capacité de penser et de ressentir, et même d'imaginer ce qui s'est passé. C'est précisément là où je voudrais en venir. Les psychanalystes, par leur expérience, je dirais clinique au quotidien, savent peut-être un peu plus ce que veut dire que se trouver plongé dans l'incapacité de penser et dans l'anesthésie de ses propres émotions. Quand nous sommes confrontés à un événement traumatique personnel, familial ou collectif, qui est excessif, dont l'intensité et la survenue inattendue nous dépassent, en faisant effraction en nous et dans notre entourage, sont alors noyées toutes nos possibilités, je dirais, de ressentir, d'éprouver un sentiment ou une émotion. Nous restons comme indifférents, froids, étrangers à la situation. Nous ne ressentons plus rien. Nous devenons apathiques, non concernés, comme s'il ne s'était plus rien passé. D'ailleurs, cela n'est pas une image. L'événement traumatique en nous débordant ne peut pas s'inscrire du point de vue conscient dans notre mémoire. C'est comme si rien n'était arrivé, comme si la réalité n'avait pas eu lieu. Nous n'en percevons rien, nous n'en avons pas l'expérience. Or, confrontés à des événements collectifs majeurs, en l'occurrence ce dont nous parlons ce soir, les désastres nucléaires, qui ont eu lieu et qui poursuivent d'une certaine manière leurs effets dévastateurs, je crois que c'est pour chacun d'entre nous et collectivement exactement ce qui se passe. L'événement n'est pas encore arrivé en termes de prise de conscience. Nous raisonnons ainsi. Je sais bien que les catastrophes nucléaires ont eu lieu. Je sais bien que cela peut encore avoir lieu à tout moment. Mais quand même, je n'y crois pas. Nous restons incrédules. Cette apathie anesthésiée est aujourd'hui, je dirais, la chose la plus partagée au regard des menaces réelles que constituent les centrales nucléaires qu'une technologie affolée multiplie dans la plus totale irresponsabilité. Et, je dirais, dont le pouvoir de mort, dénoué de toute capacité de penser et d'anticiper même le risque, et je crois que la question d'anticipation du risque est fondamentale, dont ce pouvoir de mort se déchaîne. Michel, tu parlais tout à l'heure de Gunther Anders. Je crois qu'en effet, il a été le penseur le plus engagé dans une réflexion courageuse sur la bombe et ses conséquences. Il a lui aussi noté ce que je faisais remarquer à l'instant, cette réaction apathique chez les survivants d'Hiroshima. Il écrit « Lorsque j'ai cherché à parler de la déflagration atomique avec les victimes d'Hiroshima, elles restaient tout simplement muettes. L'événement était trop grand pour qu'ils aient pu s'en rappeler, et même pour qu'ils aient pu le percevoir. Les victimes ne pouvaient plus se rappeler ce qu'on leur avait fait. »
Une telle escalade technologique de mort, je l'ai nommée le déchaînement de Prométhée. J'établis donc clairement un lien de causalité direct, étroit, entre les événements historiques des bombardements atomiques américains sur Hiroshima puis sur Nagasaki, la responsabilité de ces auteurs avec l'entrée de l'humanité, je dirais, dans une nouvelle ère nucléaire, tout à fait inédite. Et enfin, la course affolée à la surenchère de la dissuasion atomique, dont la version soft, la version énergétique, est représentée par le commerce des centrales nucléaires aujourd'hui. Donc ce lien, je vous le propose comme à penser de façon tout à fait étroite. Je voudrais néanmoins m'arrêter quelques instants sur la question très importante, je crois, de la dissuasion nucléaire, car cette justification est un argument qui est mis en avant régulièrement par, je dirais, les communicants de l'industrie nucléaire, par les porte-paroles militaires et civils, par ceux des lobbies nucléaires de la finance, par les tenants d'une hyper-technologisation du monde, bref, par tous ceux qu'Alain Brossat appelle les automates à visage humain. Je vous renvoie à son livre « Peut-on parler avec l'ennemi ?» aux éditions Noir et Rouge 2014. C'est là un point important auquel nous devons prêter toute notre attention. Il s'agit en priorité de rappeler que ce que j'appelle le premier acte de dissuasion, a été précisément celui des bombardements atomiques états-uniens sur les villes du Japon. Car, et maintenant on le sait de façon assez rigoureuse de par les recherches historiques, l'attaque nucléaire sur Hiroshima puis sur Nagasaki n'était pas seulement destinée, comme il a été dit, à mettre le Japon à genoux. La démonstration du pouvoir de mort destiné, absolument inédit, dont les États-Unis faisaient la preuve, et là je rejoins tout à fait ce que tu dis tout à l'heure, Michel, cette démonstration faisait la preuve et cette preuve, elle était destinée à tout le reste du monde, tout particulièrement à l'URSS, en marquant les esprits de cette menace potentielle de destruction. Gunther Anders l'exprime d'ailleurs clairement dans son livre « L'obsolescence de l'homme », la seule existence de la bombe, ce que tu disais Michel, la seule existence de la bombe, le seul fait de la posséder et de pouvoir s'en servir, suffisait à en faire un ultimatum pour l'ensemble du monde. Elle était le chantage devenu chose, qu'on l'utilise ou non. Donc je crois que c'est complètement ce que tu disais. Je l'ai copié. Ce fut alors l'usage absolument inédit d'une autre dimension dont je voudrais vous parler, l'usage absolument inédit des images diffusées dans le monde entier. Cette image, vous savez, devenue célèbre, fameuse, du champignon nucléaire, figure emblématique du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial qui était donc inauguré non seulement par la première explosion atomique sur des populations civiles, mais aussi par la diffusion universelle des images de la destruction massive et instantanée. Inédit de cette diffusion d'images visant à provoquer ce que j'appelle la terreur à distance, cette nouvelle forme d'emprise technologique sur le monde. Ce fut donc là, et par cet inédit de la destruction, et par cet inédit de l'usage de l'image de la destruction, la première forme de dissuasion unilatérale, ouvrant l'ère contemporaine par l'utilisation de la terreur à distance comme une arme nouvelle. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse et sans faire d'amalgame, ça c'est très important ce que je dis là, sans faire d'amalgame entre les différents événements, on sait aujourd'hui combien l'usage terroriste de l'image, afin de créer un effet panique à distance, est largement employé par toutes les formes de fanatisme, et ce, sur le modèle paradigmatique de l'attentat aérien du 11 septembre 2001, cette nouvelle forme de terrorisme technologique visant non seulement la destruction des Twin Towers, mais bien une terreur à distance créée par la diffusion planétaire des images.
car la véritable dissuasion réside désormais, depuis les bombardements américains, dans la production d'une terreur à distance par le pouvoir communicant des images de la terreur. L'usage technologique de l'image de la terreur et sa diffusion médiatique pour terroriser constituent un lien important à penser entre la forme inédite que fut le premier acte de dissuasion nucléaire, ce que j'ai dit tout à l'heure, et les dissuasions par la terreur à distance auxquelles recourent les fanatismes meurtriers de toutes sortes qui marquent aujourd'hui notre actualité. Cette parenthèse fermée, je voudrais revenir un instant sur l'argument de la dissuasion nucléaire qui veut que l'adversaire, n'ayant aucun intérêt à attaquer en premier, étant donné la réplique automatique, n'est-ce pas, qu'il déclencherait, la conséquence en serait que nul ne bouge. Or, l'argument de l'intention dissuasive est extrêmement dangereux. Il repose sur l'hypothèse, comme j'ai eu l'occasion de le développer dans mon livre « L'ivresse du pire », il consiste donc il repose sur l'hypothèse que l'adversaire soit doué d'un minimum, je dirais, de rationalité, qu'il soit, on va dire, suffisamment raisonnable pour se dire qu'il risque une réponse suicidaire automatique. Or, toute puissance adverse n'est pas forcément puissance d'État. En plus de ça, ça supposerait qu'un État qui soit toujours rationnel, ce qui est encore une autre affaire. Elle peut être le fait de groupes ou de mouvements non étatiques. Et d'autre part, l'adversaire, comme je le disais, n'est pas forcément rationnel. Il peut être au contraire animé d'une volonté passionnelle de détruire, une volonté irrationnelle, engagée dans le conflit. Autrement dit, se fonder sur la raison de l'adversaire pour évaluer, on va dire, l'intention dissuasive est un pari hautement risqué. Le second argument, qui démontre l'inanité, je dirais, de la thèse de la dissuasion, est bien que celle-ci n'a pas empêché une fuite en avant dans la surenchère des armements des puissances. Loin de là, loin de décélérer, ça a au contraire entraîné un surarmement. Je citais dans mon livre « L'ivresse du pire » l'entretien avec un récent ministre de la Défense français qui justifiait, pour rester crédible, disait-il, pour rester crédible, la nécessité d'élever régulièrement le niveau des armements atomiques. Nous serions donc entrés, avec la politique de la dissuasion nucléaire, dans l'ère du sursis, pour reprendre le terme de Gunther Anders. Comme le fait remarquer Jean-Pierre Dupuy dans son livre « La marque du sacré », aux éditions Carnet Nord 2008, il s'agit là, je le cite, d'un jeu risqué qui consiste à jouer constamment avec le feu. Pas trop près, car nous risquons d'y périr, pas trop loin, car nous risquons d'oublier le danger. Prométhée, cette figure du mythe, qui a dérobé le feu divin, qui est depuis enchaîné à son rocher, ne cesse d'avoir le foie dévoré par un aigle, vous savez, Prométhée, le voleur de feu, a depuis Hiroshima et Nagasaki rompu ses chaînes, les chaînes qui le retenaient à son rocher. Prométhée déchaîné représente désormais la figure même d'une toute-puissance dont l'homme a toujours rêvé, mais un rêve qui se réalise aujourd'hui, je dirais, dramatiquement, avec le développement exponentiel d'une technologie nucléaire affolée. Celle-ci ne tenant plus compte de ce qui devrait la retenir, la brider à la réalité, ce que figure l'analogie du rocher de Prométhée, ne connaît désormais que la jouissance du pire, avec cette multiplication des bombes civiles potentielles que constituent les centrales nucléaires à très haut risque. Le Prométhée antique n'est-il pas désormais enchaîné non plus à son rocher, mais à son jumeau, à son double gémellaire, Épiméthée, celui qui littéralement ne pensait qu'après? Autrement dit, Prométhée déchaîné ne renvoie-t-il pas à cette autre figure du mythe, un Épiméthée, je dirais, inconséquent, qui agit sans penser ou qui agit avant de penser aux conséquences de ses actes? Épiméthée serait au fond la figure métaphorique d'une technique qui aujourd'hui devient folle et, s'affolant, se précipite dans la catastrophe annoncée. Le mythe se déchaîne désormais dans le réel, sous les aspects technologiques les plus irresponsables. Gunther Anders évoque ce qu'il appelle le nouveau décalage prométhéen.
qu'il situe entre notre progression exponentielle dans un savoir-faire technique en termes d'armement atomique et de centrales, et d'autre part, notre difficulté, voire notre impossibilité, à nous représenter les conséquences de ce que nous fabriquons. Car il n'est pas possible, comme je le disais, d'avancer une réflexion sur Hiroshima, sur Nagasaki, aujourd'hui, sans la lier directement à la question posée par le développement du nucléaire civil. Donc, Prométhée se déchaîne. Cet intitulé que j'ai choisi pour ma communication aujourd'hui s'est imposé au moment où j'ai pris connaissance d'une décision qui me semble si ahurissante qu'elle ne peut susciter encore que mon incrédulité. Et pourtant, toutes les sources le confirment. Comment croire qu'un contrat ait pu être passé il y a quelques mois entre la France et le Japon pour la construction d'une centrale nucléaire en Turquie, plus précisément dans la région de Sinop, au nord de la Turquie, sur le bord de la mer Noire, dans une des zones sismiques les plus dangereuses de la région. En 1999, c'était à Izmit, dans la grande banlieue d'Istanbul, qu'un séisme avait causé plus de 20 000 morts. Cette centrale franco-japonaise sera dotée de 6 réacteurs de la dernière génération, à partir d'un contrat géant de 16,5 milliards d'euros. La conséquence, dès que le contrat a été signé, dès le lendemain, la conséquence immédiate, enregistrée à la Bourse de Paris, a été le bond des actions Areva à plus 2,8% et celle de GDF-EDF à plus 1,4%. Participant à cette euphorie financière internationale, les propos du Premier ministre japonais, M. Abe, ont quelque chose qui fait frémir. Il dit « Il est de la responsabilité du Japon de partager son expérience et les leçons qu'il a tirées de l'accident de Fukushima et de contribuer ainsi à l'amélioration de la sécurité nucléaire du monde. » Que M. Abe place ainsi la participation actuelle de son pays à la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le monde, sous le signe de la responsabilité, ce qui va de pair avec la remise en activité des centrales japonaises stoppées depuis Fukushima, a de quoi surprendre, c'est franchement un minimum. Il en serait donc, selon le Premier ministre japonais, de la responsabilité du Japon que de partager son savoir-faire nucléaire à la suite d'une catastrophe appelée ici accident, qui est loin d'être terminée, comme on le sait, et loin d'être contrôlée à la centrale de Fukushima Daiichi. C'est d'ailleurs sur le même thème de la responsabilité que répondent les arguments des responsables turcs. Je cite, « Notre pays est dans une zone sismique dangereuse, mais nous mettons tout en œuvre des mesures pour sécuriser les sites que nous construisons. » Comment faire tenir ensemble ces deux assertions? L'une, qui est un constat, celui d'une réalité sismique dangereuse, qui devrait normalement écarter radicalement la deuxième assertion, celle d'une promesse de la sécurité. Je crois qu'il y a vraiment une violence dans l'absurdité et dans les contradictions des discours des dirigeants politiques qui, au nom du principe de responsabilité, portent atteinte, je dirais, à la cohérence même de la réalité. Comment des régimes démocratiques aujourd'hui, dont celui de la France, et sans l'ombre de la moindre réserve, peuvent-ils prendre en commun la décision de construire un site nucléaire sur des failles sismiques reconnues de tous et en des lieux de récentes catastrophes telluriques, alors même que les conséquences humaines et d'environnement du désastre de Fukushima sont loin de trouver même un début de résolution? Au nom de quel cynisme les responsables turcs peuvent-ils déclarer, quelques jours après l'événement de Fukushima, je cite, « Il n'y a pas d'investissement sans risque. Nous comptons maintenant les mois, voire les semaines, avant d'entamer avec la Russie notre projet de centrale nucléaire à Kuyu. » Kuyu, c'est une ville qui se trouve au sud de la Turquie. Il n'y a pas d'investissement sans risque. C'est à la lettre le principe auquel le monde de la finance se règle pour justifier sa course infinie vers plus de profit par des opérations toujours plus risquées et plus irresponsables. Or,
avec les bombes civiles que constituent les centrales nucléaires, tout se passe comme si les décideurs politiques et les décideurs économiques oubliaient qu'ils avaient affaire non pas à des flux financiers abstraits, mais avec une réalité, avec la réalité humaine et avec son environnement vivant. D'ailleurs, quand je dis comme si, c'est déjà de trop. La violence qui, dans ces différentes sphères, traite de l'humain comme de la matière inerte à évaluer quantitativement, est bien la réalité de notre temps. Au fond, comment le principe de responsabilité qui est régulièrement invoqué comme alibi moral, n'est-ce pas, par les décideurs, comment ce principe peut-il être soutenu dans un tel déni de la réalité humaine et dans un tel déni de la peur collective? Quand la réalité humaine est traitée comme une stricte réalité monétaire, tenant compte d'une part de risque quant à la perte sur investissement, c'est vraiment que le consentement qui est alors exigé des hommes relève d'un système sacrificiel, ou plutôt autosacrificiel. Je vais revenir là-dessus à la fin de ma conférence. Cette question est aujourd'hui, je dirais, d'autant plus cruciale que l'État nucléaire, qui est la nouvelle forme de nos démocraties technologiquement avancées, l'État nucléaire est aussi celui qui ne cesse de construire, je dirais, une nouvelle langue pour s'adresser à ses concitoyens. Une nouvelle langue qui doit sans cesse être démasquée quand elle détourne le sens des mots, comme ceux de responsabilité, de sécurité, de risque, d'investissement, mais aussi de dissuasion, de savoir-faire. Une novlangue, au fond, une novlangue pour un usage pervers et inversé de leur sens. On en conclura ici que l'existence de ces bombes civiles potentielles, ces centrales nucléaires construites aujourd'hui sur des sites à haute fréquence sismique, démontre la cruauté de nos systèmes démocratiques, quand ils s'alignent sur les intérêts d'une finance mondiale la plus sauvage et la plus incontrôlée. N'oublions pas enfin un point essentiel, sous leurs applications civiles, constituant une nouvelle source énergétique, les centrales nucléaires représentent des sources essentielles pour le développement des armements nucléaires à venir. Toute politique nucléaire qui s'avance sous le masque tranquille, entre guillemets, du souci énergétique ne fait qu'occulter les perspectives militaro-industrielles qui se trament en arrière-plan. Ça, on le sait, la géopolitique d'aujourd'hui nous le démontre clairement. Avec Hiroshima et Nagasaki, on pourrait dire que la critique de la technique, introduite par Heidegger, a pris une dimension angoissante, universelle, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est l'auto-anéantissement de l'humaine condition, ce que tu rappelais, Michel, dont il s'agit désormais. Autrement dit, c'est à une réhabilitation de la notion de responsabilité que nous devons conduire notre réflexion commune, un terme si perverti aujourd'hui, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, dans les discours des dirigeants de nos démocraties. Et c'est bien sûr ici à l'autre penseur de cette situation, à Hans Jonas, que je dois faire appel ici. Hans Jonas, qui en 1992 soutenait déjà la nécessité de ce qu'il appelle un principe responsabilité. Un principe responsabilité au regard de la menace nucléaire globale. Je vous renvoie à son livre « Pour une éthique du futur », Payot-Rivage, 98. Cette menace globale est notre réalité quotidienne, puisque nous la vivons à travers la multiplication des Fukushimas à venir. Plus généralement, ce principe responsabilité se doit d'être mesuré à l'aune de la menace qu'une technoscience déshumanisée fait peser sur l'ensemble humain, à considérer, je crois, comme tout à fait important, comme faisant partie de ce que j'appellerais l'écosystème vivant général. C'est là un saut épistémologique fondamental. Avec Hiroshima et Nagasaki, on peut dire que la conception classique de l'homme, seul, à faire face aux forces déchaînées de la nature, en conflit avec elles pour sa survie, se révèle désormais obsolète.
avec le franchissement inédit que représente le largage des premières bombes atomiques contre les populations civiles des grands centres urbains, avec la démultiplication des centrales nucléaires à très haut risque, et je ne parle pas des autres facteurs de désorganisation de l'environnement, c'est l'ensemble des écosystèmes de la planète qui sont menacés d'extinction. Et c'est le rapport ontologique de l'homme dans la nature qui est alors essentiellement à repenser. Car la technologie nucléaire, dans la radicalité dont nous parlons, la radicalité mortelle de ses effets à court terme, à moyen terme, à très long terme, a transformé complètement le rapport de l'homme à son environnement. L'homme contemporain, je dirais pour sa survie, doit absolument se penser aujourd'hui comme faisant partie des écosystèmes naturels que sa technique met en danger. Il en est donc de la responsabilité de chacun, en tant que sujet et en tant que citoyen, de se considérer lui-même comme un des écosystèmes de son environnement. C'est là, je dirais, la condition éthique de la survie. Nous penser individuellement et collectivement comme un écosystème humain en danger. C'est là, je dirais, un axiome fondamental pour une éthique du futur. Ces conditions fragiles de l'existence de l'écosystème humain, chacun se doit en répondre aujourd'hui, pour son propre compte, mais aussi pour le compte de l'autre, à entendre aussi pour le compte des générations à venir, puisque la durée de contamination par les substances radioactives, vous le savez, se mesure au moins par centaines d'années. Comme le dit la maxime, la terre nous est prêtée par nos enfants, ne l'oublions pas. Donc prendre conscience à l'échelle la plus singulière de l'importance de cette réalité qui fait de l'homme l'un des écosystèmes les plus fragiles de son environnement engage une responsabilité que, je pense, une responsabilité éthique et politique. Bien sûr, cette fragilité ne met pas seulement en cause le dépérissement existentiel des écosystèmes naturels, comme en témoigne la production en masse des déchets intraitables, qui est l'autre face du progrès. S'il y a une face du progrès, il y a sa contreface qui est la production du déchet, la production massive des déchets. Mais ça, c'est une question sur laquelle on aura peut-être à revenir. Ce qui constitue donc, je crois, une question fondamentale pour nos sociétés dites d'opulence. Prométhée se déchaîne. Il se confond désormais, comme je le disais, avec son jumeau, Épiméthée, incapable d'anticiper les effets catastrophiques de ses actes. Abolir ce qu'il y a de naturel dans l'humain règle désormais radicalement tout le rapport qu'entretient l'écosystème humain avec les autres systèmes, les autres écosystèmes de son environnement. Sous l'alibi d'améliorer la condition humaine présente en préparant la mutation post-humaine, il y a tout un courant qui pense en ce sens-là, à partir des biotechnologies, nanotechnologies, intelligence artificielle et de l'information, c'est la vision machinique du monde qui l'emporte, fondée sur sur trois valeurs essentielles, la transparence, la maîtrise et le contrôle. Trois valeurs visant à fabriquer un homme, entre guillemets, que la nature aurait créé déficitaire, sinon déficient. Or, la gestion des centrales nucléaires ne se revendique-t-elle pas elle-même de ces trois valeurs, d'une technologie transparente, totalement maîtrisée et donc entièrement sous contrôle, même si, évidemment, les catastrophes récentes l'ont prouvé à l'envi, la réalité tout autre. Ce sont donc les mêmes valeurs, transparence, contrôle, maîtrise, qui sont communes à la situation nucléaire contemporaine et à cette conception, on va dire, de l'homme nouveau, technologiquement fabriqué. Tel est donc le paradoxe actuel qui fait qu'un nouveau courant de pensée tente d'accréditer l'idée très à la mode, qui s'ouvre ce qu'on va appeler un humanisme technologique, comme si ces deux termes n'étaient pas fondamentalement antagonistes. Un humanisme post-humain. La vision machinique du monde deviendrait-elle notre nouvel humanisme? La technique n'est plus alors un moyen, une médiation humaine, c'est qu'elle doit rester tout le temps, mais elle devient à elle-même sa propre fin, celle d'une mutation humaine, une mutation technologique de l'humain, transformée en homme nouveau. Ce sont précisément là les implicites
d'une nucléarisation de nos sociétés démocratiques avancées et des choix nucléaires qui dominent sans aucun débat possible. Je vous donne un exemple. L'information passe par exemple à la télévision, au milieu d'un flux d'informations, vous savez, qui est complètement dispersé. Je lis sur la bande dessous. Areva annonce qu'elle se félicite de la mise en route du réacteur EPR qu'elle vient de construire en Finlande. Entre parenthèses, ça c'était au mois d'octobre, aujourd'hui c'est un tout autre discours. L'information passe, totalement banalisée, dans le flux des infos en boucle. À qui cette information s'adresse-t-elle? Que veut-elle nous dire? Quel consentement passif? Quelle indifférence? Quel renoncement cherche-t-elle à provoquer en nous? Car pour consentir aux menaces terrifiantes que fait peser sur chacun le monde nucléarisé qui s'impose aujourd'hui, avec cette sorte d'évidence indiscutable, ne faut-il pas être devenu un homme nouveau, cet homme nouveau indifférent à son propre sort, que prépare aujourd'hui un soi-disant humanisme post-humain? Comme l'écrit Gunther Anders, rejoignant ici ce que Freud pressentait déjà en 1929 dans son livre Malaise dans la culture, je cite Gunther Anders, « Aujourd'hui, c'est l'humanité dans sa totalité qui peut être tuée, et non plus seulement tous les hommes. » Tel est donc l'enjeu d'une vision techniciste du monde qui fait du savoir technique un nouveau pouvoir de mort. Au regard de cet enjeu, Gunther Anders nous rappelle à notre devoir d'angoisse, devoir d'être angoissé. Seul un devoir d'angoisse peut construire une éthique du futur, donnant encore une place à l'humanité de l'homme. Parler de devoir d'angoisse, certes, peut paraître paradoxal, mais c'est précisément un tel paradoxe qui va se révéler riche de sens. Car c'est à partir de l'angoisse, comme le signal en chacun de nous, du surgissement d'une menace, d'un danger, d'une urgence traumatique, que Gunther Anders nous rappelle à notre devoir moral. Autrement dit, l'angoisse serait comme un signal d'alerte qui se manifeste quand une réalité destructrice va s'imposer, qui va menacer notre survie, alors même que tout en nous cherche à annuler cette réalité. Ça, c'est très important. La position morale que rappelle Gunther Anders réside précisément dans le fait de ne pas consentir à nier en soi l'existence d'émotions comme l'angoisse, la peur, mais aussi la haine, que les situations catastrophiques de Fukushima, de Tchernobyl, les destructions historiques de Hiroshima et Nagasaki peuvent susciter en nous. A contrario, je pense à un récent documentaire que j'avais vu à la télévision, suite aux destructions de l'explosion nucléaire de Fukushima. Un de ses habitants déclarait « J'en veux à TEPCO ». TEPCO, c'est l'organisme qui assurait la sécurité des centrales. « J'en veux à TEPCO comme beaucoup de gens ici. Ce serait un mensonge de ne pas le reconnaître. Mais je suis fonctionnaire et je ne suis donc pas en position de ressentir de la haine. » Beaucoup de choses sont dites là, quant au clivage mental imposé à chacun d'entre nous, pour contraindre à cette violence sur soi qui consiste à devoir consentir à une science nucléaire qui joue à l'apprenti sorcier et à une société nucléarisée qui, sous l'alibi du progrès et de l'opulence, en vient à menacer de mort l'humanité de l'homme. Or, c'est en acceptant de reconnaître en soi l'angoisse et la haine que pourra s'exprimer, je crois, le refus individuel et collectif à un tel consentement. Refuser de consentir au sacrifice de l'avenir serait notre devoir d'angoisse, celui de regarder le risque en face, de regarder en face. C'est contre l'indifférence molle envers cette réalité, ou contre le clivage de la réalité que je signalais tout à l'heure, que le principe éthique nous rappelle au devoir d'être angoissé. C'est la leçon que nous laisse Gunther Anders au regard d'une situation nucléaire dans laquelle cynisme, avidité au gain, cruauté et indifférence conduisent au malheur. Ici, avec son principe de devoir d'angoisse, Gunther Anders rejoint Hans Jonas avec son principe responsabilité. Voilà tous deux, penseurs de la fin du siècle,
dont les œuvres respectives ont été, je le rappelle, d'abord et définitivement marquées par l'horreur d'Auschwitz et par cette production industrielle de millions de cadavres, comme ce fut le cas dans les camps de la mort nazis. C'est probablement en ayant en tête cette monstruosité qu'ils ont assisté avec effroi à la fabrication d'une masse vitrifiée en un éclair atomique, comme ce fut le cas à Hiroshima puis à Nagasaki. Mort éclair ou mort au ralenti, ces morts se caractérisent chaque fois par un état de sidération de la pensée chez ceux qui ont essayé de penser la catastrophe. C'est ce que confie Gunther Anders à son journal. Il écrit « Après Hiroshima, je suis resté muet. Non pas parce que je n'avais pas saisi la monstruosité de l'événement, mais parce qu'au contraire, mon imagination, ma pensée, ma bouche et ma peau, tout cela refusait de travailler devant la monstruosité de l'événement. » J'ai moi-même souligné dans mon livre « L'ivresse du pire » que face à de tels événements relevant d'un réel non dissible, les effets de sidération étaient collectifs. Et c'est bien là leur particularité. Ces effets se poursuivent au-delà de la factualité même de l'événement, si vous voulez, en se transmettant aux générations suivantes. Donc effet de sidération pour les générations suivantes, comme un empêchement pour les générations suivantes aussi à se représenter psychiquement les conséquences de la catastrophe. On me racontait que le mythe de demain est une gigantesque fresque qui aurait été conçue pour le métro de Tokyo, afin d'exprimer les effets du désastre de Fukushima. Il semblerait que des milliers de personnes passent devant la fresque chaque jour, mais personne n'y prête attention. Chacun passe comme s'il n'y avait rien à voir. Tel serait le tracé de ce que j'appelle un non-événement. Il est à la lettre invisible, innommable. Il répond à une tâche aveugle qui s'étend en chacun de nous, qui s'étend et diffuse de proche en proche. De même qu'il vient créer une zone d'anesthésie de plus en plus vaste et qui gagne toute la réalité. Personne ne voit, personne ne sent, car il n'y a rien à voir, il n'y a rien à sentir. Le scotome de la réalité a effacé la réalité. Exhiber la sidération du regard serait peut-être la seule façon de pouvoir témoigner d'un tel scotome et de ce processus extensif sur tout le reste de la réalité. Mais le scotome s'étend non seulement sur la réalité perceptive, le voir, le sentir, mais également sur la langue elle-même, car ce sont les mots qui, en perdant toute relation à la réalité, ont perdu leur sens. Il n'y a plus de mots pour dire certaines choses. Cet écrasement des mots, je dirais cette récusation de la possibilité d'habiter les mots, est directement la conséquence d'un non-événement. C'est ce que j'ai appelé les effets de l'irradiation du non-événement. Je vais vite conclure. En détruisant les mots pour dire le désastre, c'est la possibilité de l'être en commun, de la possibilité d'être avec, de partager l'événement de la catastrophe elle-même après la guerre, entre les vainqueurs et les vaincus, qui s'est trouvée d'emblée détruite. Car comme le souligne Alain Brossat, rien n'a été partagé entre vainqueurs et vaincus dans l'après-Hiroshima, de la violence exterminatrice perpétrée, mais aussi de la violence subie entre les ennemis d'hier. Aucun débat n'est venu par la suite requalifier l'utilisation de l'arme atomique contre le Japon. Jamais les vaincus n'ont eu l'occasion de se présenter ouvertement aux vainqueurs comme plaignants. Jamais les vainqueurs n'ont été effleurés par l'idée de reconnaître, face à l'histoire et face aux victimes, leur responsabilité pour leur action. Alain Brossat parle d'un effet de vidange symbolique des crimes en partage, produit par les événements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est sur un tel déni des crimes historiques, et évidemment, il ne s'agit pas d'exclure la part jouée par le Japon vis-à-vis de la Chine avec le massacre de Nankin, évidemment, c'est sur un tel déni des crimes historiques que l'amitié, entre guillemets, entre vainqueurs et vaincus s'est précipitée hâtivement. Cette déclaration d'amitié, comme on dit déclaration de guerre, cette déclaration d'amitié s'est faite sous le signe de la subalternité des vaincus, soumis à l'obligation amicale
de devenir désormais une plateforme du nucléaire civil après avoir renoncé à toute forme d'armement atomique. L'impossibilité pour le Japon d'après-guerre de s'émanciper de son propre passé criminel et de la position de mineur et de subalterne que lui impose son ami américain débouche sur une culpabilité collective, indépassable, dont Fukushima serait aujourd'hui le symptôme, la violence infligée à soi-même. Le Japon d'aujourd'hui, celui de Fukushima et de TEPCO, souffre de cet état de soumission coupable à l'égard de l'ami américain, l'ami vainqueur. Celui-ci, par le pouvoir indétectable de pénétration de tout le pays, de ses mentalités, de ses modes d'être et de penser, de ses valeurs, a contaminé, entre guillemets, pour référer à Brossa, le pays vaincu, jusque dans ses perspectives, ses projets, ses rêves collectifs d'autonomie et d'émancipation. Ce n'est pas moi qui ai largué la bombe, me confie avec ironie une amie japonaise, comme pour me faire entendre la situation psychique d'aliénation dans laquelle il est aujourd'hui impossible de penser, hors de la contamination mentale par le vainqueur, et dont il s'agirait de prendre sur soi la culpabilité. Décharger le vainqueur de sa culpabilité, faire que le vaincu la prenne à sa charge, dans une forme d'auto-punition expiatoire infinie, n'est-ce pas actuellement ce qui se passe, sous le prétexte de l'amitié entre les ex-ennemis, et qui ne peut être que la source d'une violence extrême à venir. Impossible d'éprouver de la haine envers l'ami vainqueur, qui est partout chez lui, partout à l'intérieur de vous. Il est devenu vous-même, ce d'autant que, du côté de l'ami vainqueur, rien n'est assumé de sa propre responsabilité historique et de sa culpabilité. Porter pour l'autre la honte, la culpabilité, tel serait le prix à payer par le vaincu, la dette insoldable et indicible qui revient à sa charge. Le désastre de Fukushima en serait aujourd'hui la manifestation auto-sacrificielle. Pour conclure, en 1958, Gunther Anders se rendit à Hiroshima et à Nagasaki. Il note dans son journal la constance que les Japonais mettent à ne pas parler des coupables, à taire que l'événement a été causé par des hommes, à ne pas nourrir le moindre ressentiment, bien qu'ils étaient les victimes du plus grand des crimes. C'en est trop pour moi, cela passe l'entendement. Et il ajoute, le monde offre l'image d'un paradis habité par des meurtriers sans méchanceté et par des victimes sans haine. On pourrait préciser des meurtriers amnésiques devenus les amis imposés de leurs victimes sans haine. La haine, de même que la peur ou l'angoisse, serait-elle devenue superflue? Notre croyance en la toute-puissance de la technique nous aurait-elle transformés en individus techniques dont tous ces sentiments, peut-être trop humains, seraient devenus obsolètes? La folie fanatique contemporaine ne réalise-t-elle pas le retour sanglant, cette fois-ci, le retour sanglant d'un refoulé de la haine, de la peur, de l'angoisse, que nos sociétés occidentales sophistiquées n'ont eu au fond de cesse d'occulter depuis l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui? Je vous remercie.